C'est le célèbre Mardi noir. Le 29 octobre 1929, la bourse américaine s'effondre et avec elle, l'économie mondiale. Le Dominion de Terre-Neuve est frappé de plein fouet. Son économie repose sur les exportations de morue, de minerais de fer et de papier. La chute de la bourse signifie l'effondrement presque complet de ses marchés. Cette catastrophe ne pouvait arriver à un pire moment. L'économie du Dominion est déjà en crise depuis 10 ans. Ce problème découle en partie de la Première Guerre mondiale. La participation financière du Dominion à la levée et au maintien du Newfoundland Regiment s'élève à 34 millions de dollars. Ce montant force le gouvernement à contracter d'importants emprunts sur les marchés financiers de New York et de Londres. Un autre contributeur à la débâcle financière est la compagnie de chemin de fer Newfoundland Railway. Elle accumule invariablement les déficits depuis le début des années 1920. Ceux-ci atteignent annuellement jusqu'à 3 millions de dollars. Le moteur de l'économie terre-neuvienne, l'industrie de la pêche à la morue, connaît de graves problèmes qui aggravent aussi la situation économique. En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, les principaux concurrents de Terre-Neuve refont surface. Les marchés sont bientôt sursaturés et le prix de la morue s'écroule. Entre 1918 et 1922, le poisson salé perd plus de la moitié de sa valeur. En 1921, le gouvernement déclare un déficit budgétaire, le premier d'une série de 14 en 15 ans. Il est rapidement obligé d'emprunter des montants substantiels pour réussir à fournir les plus élémentaires services publics. Le chômage s'ajoute aux autres problèmes. Les dirigeants de collectivités demandent au gouvernement de favoriser la création d'emplois. Parmi eux, le curé de Trepassey. Le 9 août 1921. Monsieur le Premier ministre Sir Richard Squires, en raison de la situation désastreuse de la pêche et de la pénurie d'emplois, les habitants de cette paroisse se retrouvent en grande difficulté. La famine les guette cet automne et cet hiver si la Chambre d'Assemblée n'investit pas ici 25 000 $ qui serviront à réaliser des travaux. L'effondrement de la bourse ne fait que détériorer une situation déjà précaire. Le resserrement des échanges commerciaux à l'échelle mondiale diminue encore les maigres revenus de Terre-Neuve. En 3 ans à peine, les recettes d'exportation diminuent de près de la moitié. La dette publique ne cesse d'augmenter. À la fin de 1933, les emprunts du gouvernement en Grande-Bretagne et aux États-Unis s'élèvent à 100 millions de dollars. Les versements d'intérêts grugent 63 % des revenus du Dominion. Les conséquences sont catastrophiques sur les familles. Les pêcheurs ne peuvent plus gagner leur vie. Les mises à pied et les réductions de salaire se multiplient dans les industries minières et forestières. Le gouvernement terreneuvien réduit d'un tiers le nombre de fonctionnaires et procède à des compressions salariales pour les employés en poste. Il réduit aussi radicalement les dépenses en santé et en éducation. En 1932, il double pourtant le nombre de policiers car la colère gronde dans la population. De plus, il impose de nouvelles taxes qui font grimper le coût de la vie d'environ 30 %. La pauvreté et le chômage se propagent rapidement. La population compte sur le gouvernement, mais celui-ci dispose de peu de moyens financiers pour lui venir en aide. Il distribue des rations au coût de 6 sous par jour, qui comprennent généralement de la farine, du lard maigre, des pois cassés, de la semoule de maïs, de la mélasse et du cacao. Les habitants de St. John's reçoivent en plus des légumes, mais ceux des petits villages isolés doivent cultiver les leurs car ils ont l'espace pour ce faire. Dans les années 30, près du tiers de la population vit de rations qui ne comblent qu'environ la moitié des besoins nutritionnels d'une personne. La malnutrition fait des ravages et provoque de nombreux décès.
La mortalité infantile est à la hausse, de même que la tuberculose et le béri-béri. Les soins médicaux ne sont pas gratuits. Une grande partie de la population ne peut pas assumer le coût d'une consultation médicale. Les frais scolaires et le loyer se transforment en dettes. Un grand nombre d'enfants restent à la maison parce que leurs parents n'ont pas les moyens de leur acheter des chaussures et des vêtements ou de débourser les frais scolaires. Si des gens mettent péniblement de côté un peu d'argent pour faire face aux urgences, ils peuvent perdre leur ration. Les agents gouvernementaux surveillent de près tout le mécanisme d'attribution des rations. Si on leur signale qu'une personne est allée à la chasse ou a épargné un peu d'argent, ils peuvent diminuer sa ration ou y mettre fin. La situation est si déplorable à St. John's que son conseil municipal organise en 1932 une collecte. Il demande aux employés municipaux de verser une partie de leur salaire dans un fonds de secours. Le 5 janvier, le maire Charles Howlett dépeint les conditions de vie de pauvres de sa ville à des journaux locaux. Il relate l'histoire d'un veuf au chômage appelé John, dont la femme est morte de malnutrition et qui doit maintenant veiller sur 6 jeunes enfants. La famille vit dans une seule pièce. On y trouve 2 chaises et une boîte brisée. Vous devez rester debout. Il y a une table et un poêle attachés avec de la broche. La neige qui fond s'infiltre par le toit et s'égoutte à l'intérieur. 2 carreaux manquent à une fenêtre. Des chiffons bouchent ces trous béants tant bien que mal pour empêcher le vent et le froid de pénétrer dans la pièce. 2 fillettes décharnées sont étendues sur le sofa, les yeux creux, les jambes et les pieds nus. Leur robe de coton élimée et déchirée les couvre mal. L'aîné tente de donner un bain au bébé dont les vêtements sont ceux d'un nourrisson. Pour se réchauffer, 2 petits garçons se serrent l'un contre l'autre dans un petit lit délabré. Il n'y a ni charbon ni bois depuis 2 jours. Et la nourriture? Quelques croûtons de pain que des voisins aussi peu fortunés leur ont apportés. Les villages isolés ont aussi leur lot d'histoires désolantes. Un agent d'assistance gouvernementale se rend à St. Lawrence en février 1932 et rapporte ce qui suit au quotidien Evening Telegram. Environ 30 familles se plaignaient de ne plus avoir de nourriture et de devoir attendre 8 jours avant de recevoir leur ration mensuelle. Certaines d'entre elles menaçaient de dévaliser des magasins pour s'emparer de la nourriture. J'ai organisé une réunion avec les hommes du village pour leur donner un aperçu de la situation économique du pays. J'ai ensuite lancé un appel à ceux qui étaient en mesure de donner du travail aux personnes dépourvues de nourriture. J'ai réussi à obtenir des tâches équivalentes à un montant de 70 $, ce qui m'a permis de résoudre le problème de manière satisfaisante. Les représentants du gouvernement reçoivent d'innombrables télégrammes et lettres de demande d'aide. Les dirigeants de la collectivité d'Upper Island Cove expédient au ministre de la Justice le télégramme suivant en décembre 1933. Les gens d'ici sont toujours menacés de famine. L'Association des anciens combattants de la Première Guerre mondiale a fait tout ce qu'elle a pu. Impossible d'en faire plus. Nous avons envoyé des télégrammes à toutes les autorités. Nous nous adressons donc aux représentants de la justice de ce pays pour obtenir une solution. Pouvons-nous rester sans protester et mourir de faim? S'il vous plaît, monsieur, aidez-nous à éviter la famine. Nous attendons votre réponse. À mesure que la crise s'amplifie, le mécontentement populaire s'accentue. Les quotidiens locaux publient des lettres dont les auteurs demandent au gouvernement la création d'emplois ou l'augmentation des rations. D'autres exigent la démission du gouvernement pour cause d'incompétence. Certains font des gestes désespérés. Ils pillent les magasins et volent de la nourriture, des vêtements et d'autres articles. Des manifestations pacifiques tournent parfois à l'émeute. C'est ce qui se produit en 1932 lorsque le ministre des Finances, Peter Cashin, accuse le premier ministre, Sir Richard Squires, de mauvaise gestion de fonds publics. Le 5 avril, une manifestation qui se déroule à l'extérieur de l'édifice colonial dégénère en émeute. Une foule de 10 000 personnes fracasse les fenêtres,
envahissent l'édifice et saccagent les bureaux gouvernementaux. Grâce à l'aide de policiers, le premier ministre parvient à s'échapper sain et sauf, mais il perd les élections 2 mois plus tard. Frederick Alderdice est le nouveau premier ministre élu. Sous son règne, une commission royale d'enquête, avec à sa tête Lord Amelry, examine la situation financière de Terre-Neuve. Ce dernier recommande le remplacement du gouvernement élu du Dominion par des commissaires dûment nommés. Ainsi, le 16 février 1934, la commission de gouvernement de Terre-Neuve, désignée par le gouvernement britannique, prend le pouvoir et met fin à l'autonomie gouvernementale de Terre-Neuve et du Labrador. Pourtant, les conditions de vie de la classe ouvrière s'améliorent à peine. Les rations ont quelque peu augmenté, mais pas suffisamment pour rester en santé. Le 10 mai 1935, la colère populaire déborde. Cet après-midi-là, 500 chômeurs se dirigent vers l'édifice Colonial afin d'exiger de l'aide du gouvernement. La police leur ordonne de s'éloigner de l'édifice. Ce paisible rassemblement vire à l'émeute. Les policiers chassent les participants à coups de matraque. Plus tard, les émeutiers pillent des magasins du centre-ville et y volent de la nourriture et des chaussures. Finalement, ce n'est ni la nouvelle administration publique, ni un changement de politique qui ont eu raison des difficultés économiques des années 1930, mais le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale en 1939. La construction de bases militaires canadiennes et américaines à Terre-Neuve et au Labrador permet la création de milliers d'emplois pour les travailleurs locaux. Une autre source d'emploi est l'enrôlement dans les forces armées. À la fin de 1943, grâce à la multiplication des emplois, le nombre de personnes qui reçoivent encore des rations passe de 75 000 à 7 000. La guerre signifie, pour la majorité, la fin de ces détestables rations et le retour à l'autonomie.